Beniji. Balarnyamna badan tuan kuka. Siak mensiang belem bam tu membelem tamta. Ana bongo beje duna benge, upung kula mikono batondone. L'unité pour moi n'est pas seulement le fait de vivre sur un même territoire, ce n'est pas une unité territoriale. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir les mêmes institutions, ce n'est donc pas une unité institutionnelle. Ce n'est même pas une unité organique où on dirait que nous sommes les mêmes peuples, nous avons les mêmes traditions, etc. Donc nous pouvons être unis. L'unité nationale, avant d'être nationale, c'était l'unité du Cameroun. Ça veut dire qu'il n'y avait pas les Owondo, les Douala, les Bamileke, les Bassa. Il n'y avait pas les Awoussa. Tout le monde était pareil. L'unité, c'est forcément la situation de ce qui est multiple. Quand c'est un, je suis Joseph Antoine Bell, donc je suis tout seul. Si je dis famille, ça veut dire que nous sommes plusieurs individus et donc l'unité de la famille, c'est plusieurs individus qui ont conscience qu'ils doivent être ensemble. L'unité nationale est donc le fait que des gens se reconnaissent dans une nation et qu'ils se considèrent comme tels, comme appartenant à la même nation, comme appartenant à la même famille. Ça évoque la cohésion sociale, ça évoque ce qui est un, ce qui est homogène, ce qui est singulier. La reconnaissance que notre pays est fait de plusieurs diversités, mais que nous sommes appelés à vivre ensemble. Et si à partir de composantes diverses, une société est appelée à vivre ensemble, ça veut dire que cette société doit faire l'effort de forger son unité. Et forger l'unité dans ces conditions-là veut dire qu'on doit laisser à chaque composante reconnaître ses spécificités, quelles que soient sur le plan ethnique, linguistique, religieuse, etc. Ça renvoie à une certaine vision intégrationniste de notre pays, au-delà des différences ethniques, régionalistes ou communautaristes, ou communautaires. Nous devons considérer notre unité comme l'affirmation de ces personnalités singulières qui nous distinguent des autres, sans les exclure, dans le respect mutuel. Et l'unité, pour moi, n'existe pas s'il ne donne pas naissance à l'amour de la patrie. Je suis moi-même un produit de l'unité nationale, étant d'un papa de l'Est et d'une maman de l'Ouest, et ayant fait des études essentiellement bilingues en termes de littérature anglaise et de linguistique. Donc du coup, je me sens comme étant dans ma peau identitaire de Camerounaise qui vit son unité dans la diversité. C'est un devoir républicain que chaque Camerounais devrait avoir dans sa conscience. Pour moi, l'unité c'est quoi? Le vivre ensemble. Les Camerounais, les citoyens d'un même pays qui vivent ensemble sans discrimination, qui ont une orientation, qui regardent vers la même direction, le développement de leur pays. C'est l'idéal pour toute une communauté d'être ensemble, de voir
de la même manière l'histoire et l'avenir de cette communauté. L'unité est un état, un statut. Et comme le dit le mot, l'unité est statique, immobile. Par rapport à l'union, qui est une dynamique qui suppose déjà qu'il y a pluralité. Parce que l'union vient du fait qu'on prend acte de ce qu'il y a plusieurs objets à unifier. Cela évoque premièrement la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun dans sa configuration actuelle. Cela signifie que les communautés, les peuples qui composent le Cameroun vivent en bonne intelligence, en rapport avec les brassages qui se sont opérés tout au long du processus qui a conduit au peuplement du Cameroun et à la construction des rapports sociaux par-delà les religions, par-delà les régions et par-delà les communautés. L'unité représente la suprématie, et ça représente la même direction, et ça représente le même destin. Cela signifie également la cohésion sociale, c'est-à-dire la capacité que les Camerounais ont de regarder ensemble dans la même direction, de faire des projets ensemble et de penser de façon durable la paix, la stabilité, le développement de ce pays. C'est le socle même de l'existence de chaque Camerounais, c'est l'unité nationale. Par rapport à l'unité, on devrait privilégier l'union qui traduit une volonté de se mettre ensemble, probablement pour un objectif qu'on se sera défini. Il serait extrêmement difficile de penser ou d'entrevoir une démarche commune qui doit aboutir à une prospérité sans qu'il y ait unité. Pour moi, c'est ce sentiment qui nous amène à nous convaincre que nous avons une unité de destin et que ce destin, nous devons le modeler ensemble dans l'intérêt et au bénéfice de tous et de chacun. Ça évoque pour moi un chantier qui se tient de la même façon dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un type d'unité nationale au Cameroun et un type d'unité nationale au Gabon. C'est un chantier commun que tous les Camerounais doivent conduire. Ceux d'hier, ceux de maintenant, les vieux comme nous, les jeunes comme vous, nous devons le conduire. Ça évoque l'idée que nous avions quand nous engageons en politique, à savoir qu'on peut bâtir notre pays, l'intégrer de telle manière que l'intérêt général prime sur les intérêts partisans, claniques ou communautaires. Quelle était l'ethnie? Quelle était la religion? Quelle était la région? De ces pères fondateurs qui, au péril de leur vie, ont pris des armes artisanales pour contraindre l'occupant à libérer nos terres. Nous leur devons tout. Le Cameroun n'a pas une existence ex nihilo. C'est une construction. Et c'est une construction des pères fondateurs. Il est clair qu'il y a plusieurs acquis. Ces acquis sont en termes déjà de la préservation de cette intégrité territoriale depuis les indépendances. Il y a ensuite le fait que les communautés et les peuples de ce pays voyagent d'une contrée à l'autre sans anicroche. Il y a que
dans chacune des grandes villes et même au-delà, vous retrouvez des Camerounais qui sont partis de très loin, sont venus s'installer et s'installer définitivement, s'intégrer définitivement, comme si évidemment ces personnes-là étaient nées, avaient grandi par là. Depuis 1912, beaucoup de choses ont changé. Les gens ont grandi et les autres sont morts. Alors les choses, si je veux raconter des histoires, dire que les choses sont bon, non. Il y a des autres qui sont bons, les autres sont comme ça. L'unité est toujours là. Mais je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Je relisais encore tout récemment les débats parlementaires de 1957 où les gens avaient mis l'emphase sur cette unité, non seulement des Camerounais vivant à cette époque-là, mais unité intergénérationnelle entre les vivants et les morts. Je crois que ce sentiment a traversé l'éveil des patriotismes dans notre pays depuis les années 20, 30, 40. Les Camerounais ont un bon niveau de vivre ensemble. Parce que, de mémoire, je ne connais pas les situations où il y a eu des luttes, les gens se sont tués et tout ça à cause de leur appartenance ethnique, religieuse, etc. Vous voyez, alors que nous avons, comme je disais, tous les niveaux de diversité. En dépit de la diversité culturelle, en dépit de la diversité ethnique, en dépit de la diversité confessionnelle religieuse, en dépit du fait que nous sommes un jeune État, nous pensons qu'on a fait du chemin. Aujourd'hui, je sais qu'il y a quelques menaces, des éruptions qui sont provoquées soit par des incompréhensions, soit par un certain nombre de mauvaises interprétations d'un certain nombre de faits. Mais je crois que nous avons fait un très grand progrès et ce sentiment est très partagé chez tous les Camerounais. Cette unité a fait son chemin. Et peut-être qu'elle connaît actuellement quelques soubresauts de par le côté du Cameroun occidental. Mais je pense qu'elle a eu à faire son chemin parce que justement les velléités séparatistes ont quelques difficultés parce que les brassages ont quand même pu avancer jusqu'à un niveau où il serait vraiment difficile de s'accrocher véritablement à des replis identitaires, de cassure et de mise un peu entre parenthèses de notre unité. Les échecs ou les déviations des uns aux autres nous ont amené à la situation de 2018 où le style des hommes politiques, disons ainsi, a beaucoup changé. Vous n'avez qu'à voir la rage qui sort des propos tenus maintenant en politique, et spécialement dans les réseaux sociaux, où tout est permis, où du jour au lendemain, on peut vous vouer à l'hégémonie pour avoir dit un mot de trop sur un soi-disant leader charismatique, etc. Donc, vraiment, on a perdu beaucoup de terrain dans le cadre de la Constitution de l'unité nationale. Sincèrement, l'unité nationale est ballottée, l'unité nationale est mise à mal, l'unité nationale est attaquée. Cette unité nationale est mise à mal de manière endogène et exogène. Les aspects exogènes, qui sont plus vicieux à voir. Nous sommes une nation qui dispose de richesses nationales prodigieuses. Ces richesses nationales font l'objet de la convoitise de beaucoup de prédateurs, des nations comme des multinationales, qui veulent donc faire main basse sur nos richesses. Et pour ça, il leur faut des marionnettes. Des gens éventuellement qu'ils placeraient à la tête de la nation
acquis à leur cause pour leur ouvrir les portes et nos richesses naturelles du sol et du sous-sol. Comment est-ce que les dirigeants gèrent notre pays? Est-ce qu'ils le gèrent de manière à faire à ce que chaque Camerounais, quelles que soient ses origines, se sente pris en charge? Hein? C'est la question que l'on se pose. Et parce que si on n'a pas la perception que la gestion est faite au bénéfice de tout le monde, on crée les frustrations, les gens commencent à apercevoir certains degrés de favoritisme et qui appellent à faire la distinction entre ceux qui reçoivent et ceux qui ne reçoivent pas. Et à partir de là, vous commencez à créer les conditions de tension. Dans la démarche des sociétés, il y a toujours des obstacles. On ne rêve pas et s'élever, trouver qu'on a fait du chemin. Et depuis de tous ces obstacles, je pense qu'on a avancé. Je crois que les Camerounais ont évolué comme patriotes qui pourraient se sentir à l'aise, quel que soit le lieu où ils sont appelés à servir le pays sans pour autant se sentir étrangers. Aujourd'hui, vous avez la classe politique, malheureusement, qui opère le communautarisme ou des replis identitaires, qui veulent utiliser la tribu ou l'ethnie comme tremplin politique pour accéder à la magistrature suprême. Il est évident qu'il n'y a pas unité. Il n'y a pas stabilité. On veut stabiliser, mais il n'y a pas stabilité. L'unité est statique. Depuis 2014, il y a eu les incursions de Boko Haram à l'extrême nord. Et depuis 2016, la crise qui sévit dans les deux régions dites anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest. Avec ces crises, je pense qu'il y a un problème profond avec notre unité nationale. Une partie du Cameroun, on les appelle, on entend, il y a des sécessionnistes, il y a d'autres qui pensent qu'il faut rentrer au préalable de cette unité et renégocier ce contrat de la société. L'organisme social camerounais n'a pas été constitué parce qu'on n'a pas tenu compte de la multiplicité des organes, de la diversité des organes sociaux, et on ne les a pas amenés à contribuer chacun dans sa spécificité pour que le corps social vive en intelligence. Le Camerounais évolue très vite dans sa tête. Et comme il évolue très vite dans sa tête, c'est comme ça qu'il est très pressé d'atteindre l'objectif. Ce qui crée du coup une contradiction intergénérationnelle. Dans toute famille, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, qui soulèvent des problèmes. Et je crois que lorsqu'il y a de pareils problèmes, il est bon que nous nous asseyions, qu'on les écoute, que nous échangions et que comme une famille, parce que nous en sommes une, qu'on finisse par s'entendre les uns les autres. En 1965, il y a eu la guerre du Biafra. Et le Biafra voulait se détacher du Nigeria. Et pour ce faire, rappelez-vous, madame, le général de Gaulle qui gouvernait la France et qui avait pris option pour l'avènement du Biafra. Le général de Gaulle avait donc convoqué 3 chefs d'État africains. Il leur avait prescrit de reconnaître le Biafra. C'était le président de la Côte d'Ivoire, Fred Boigny, le président du Gabon, Omar Bongo, et le président Ahidjo du Cameroun. Les 2 autres ont cédé à la pression de la France. Ils ont reconnu le Biafra. Le président Ahidjo a dit non. Il ne reconnaît pas le Biafra. Parce que si d'aventure il reconnaissait le Biafra, il ouvrait donc la porte à toutes sortes de sécession, de déstabilisation.
Je crois que la première menace que je vois, c'est cette résurgence disons, j'allais dire primordialisme, mais utilisant un mot simple. C'est cette résurgence des tribalismes, des régionalismes, des patriotismes locaux qui font que là où nous devrions voir le Cameroun, on voit plutôt son petit patelin, son ethnie, etc. Pour moi, ça, c'est la plus grande menace. On a à mon avis, deux facteurs. Le premier, c'est l'égoïsme. Un égoïsme forcément individuel que l'individu va propager à une communauté pour l'amener à se sentir moins dans la nation que d'autres ou à prétendre en être plus que d'autres. Ça aussi, ça arrive. Puis, à côté de l'égoïsme, il y a l'ignorance. Voilà, il y a l'ignorance qui fait qu'on a la sensation qu'on peut s'en sortir seul, qu'on peut y arriver tout seul, et d'où l'expression tirer son épingle du jeu. Donc, mais on ne se rend pas toujours compte que à vouloir tirer son épingle du jeu, on pensera y être arrivé, mais parce qu'on ne connaît pas l'autre situation. L'autre situation étant quoi? Étant la réussite collective. Dans la réussite collective, chacun gagne toujours beaucoup plus que ce qu'il gagnerait en tirant simplement son épingle du jeu. La menace, c'est cette perception des inégalités dans la jouissance, si vous voulez, du fruit de développement de notre pays. La deuxième menace, c'est au niveau du partage. Lorsque nous en arrivons au vivre ensemble, au partage de la richesse nationale, au partage du bien commun, il y a un certain nombre de choses à redire, parce que certaines personnes voient d'abord leur petit coin ou leur ethnie avant de voir la nation camerounaise. La corruption, le favoritisme, le népotisme. L'injustice. C'est l'iniquité dans la distribution. Vous savez, partout où se trouve l'État, dans quelle que soit l'institution, la mosaïque nationale doit s'y retrouver. Dès lors que la mosaïque nationale ne se retrouve pas dans une institution de l'État, il y a frustration. Il y a déséquilibre, il y a asymétrie dans la distribution. Donc, à mon sens, la menace la plus terrible qui pourrait faire l'objet d'un ralliement, c'est la lutte contre l'iniquité et l'injustice dans l'administration et la gestion de toutes choses. L'autre menace que je verrais, c'est, oui, c'est une menace, disons comme ça, c'est le fait que nous n'éduquons pas les jeunes et les populations à aimer la patrie. Et ça, c'est le travail qui devrait être fait et qui doit être fait par les gouvernants. Non seulement par les gouvernants, mais aussi par la société civile, les confessions religieuses, l'administration, etc. Parce qu'il y a tellement de fausses distinctions que je constate dans le discours, dans les comportements, dans les agissements, que je me dis, si on continue comme ça, ce pays risquerait de voler en éclats. Il y a des menaces, vous savez, que gérer une population pleine de diversité culturelle, ce que j'ai dit tantôt, même philosophique. Et c'est assez complexe. C'est pourquoi nous voyons que ce soit ce qui est récent, nord-ouest, sud-ouest, Boko Haram, même si on ne considère pas ça totalement endogène, et l'Est. Les menaces à nos frontières, ces menaces à nos frontières qui
constituent des entraves importantes à l'intégrité de notre territoire parce qu'il y en a parmi les groupes armés qui ont des prétentions de sanctuarisation. Il y a dans ces zones frontalières également des logiques d'embarquement des ressortissants de notre pays dans des groupes armés transfrontaliers ou des groupes armés dont les origines sont ailleurs. Par 4 fois, l'unité nationale a été mise à mal parce que l'intégrité territoriale menacée. La première fois lorsque Bakassi était occupé, l'unité nationale était menacée. La deuxième fois lorsque Boko Haram a occupé une partie de notre territoire à l'extrême nord. La troisième fois, le nord-ouest. La quatrième fois, le sud-ouest. Par 4 fois donc, l'unité nationale, par la dislocation de son intégrité territoriale, l'unité nationale a été mise en cause. Lorsque les Camerounais deviennent violents, ils sont violents contre les autres Camerounais. Et si on leur demande pourquoi vous êtes violents, ils vont vous dire n'importe quoi. On dit souvent qu'on veut la partition, on veut que le fédéralisme, rien de cela ne doit rendre les gens violents. Effectivement, les plus lourdes que personne n'ignore sont celles de la crise anglophone, qu'on pourrait appeler la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest, où certaines revendications, ce sont plutôt revendications qui portaient sur la justice et même l'éducation, qui se sont transformées en crise sociale où des séparatistes ont pensé que c'était l'opportunité de créer une situation qui ramènerait la division entre les Camerounais. Ce ne sont plus de simples menaces. Nous vivons les tragédies de cette dislocation, de cette désagrégation du corps social camerounais. Parce que c'est cela. On désagrège le corps social camerounais. Il y a un démantèlement. Voilà pourquoi nous comptons des morts ici et là parmi les nôtres. Les armes que nous avons achetées pour la protection des Camerounais servent à des choses qui diminuent la population du Cameroun. Cela signifie qu'il y a une question de fond. L'organisme social a été déjà désagrégé parce qu'on n'a pas voulu se donner le temps. Il n'y a personne qui peut quitter le chez lui et commencer à demander de se séparer de la grande maison s'il n'a pas de problème. La crise dite anglophone a un fondement. Est-ce que nous pouvons rentrer, revoir nos textes de base? Est-ce qu'on peut réécrire, on peut relire l'histoire du Cameroun et se dire, cherchons à trouver un point central, à savoir pourquoi est-ce que d'autres se plaignent. Ce n'est pas comme si d'autres Camerounais n'ont pas de problèmes, mais voici la 5e année que ça perdure. C'est une crise qui a escaladé, c'est devenu même une guerre. Est-ce qu'on ne pense pas que quelque chose ne va pas? Est-ce qu'il ne faut pas écouter ces autres sons? Est-ce qu'il ne faut pas écouter ces autres voix? Est-ce qu'il ne faut pas que les Camerounais se réunissent dans une salle et reparler de cette... rebâtir même la fondation de notre unité? Quelque chose ne va pas et il faut trouver une solution. Je dirais aussi que il faudrait que nous évitions de soulever de faux problèmes, parce que parfois nous soulevons de faux problèmes, mais s'il y en a qui le soulèvent, il faut qu'on les traite, qu'on les gère et qu'on parle avec eux. La plus grande menace immédiate, évidemment, est celle du séparatisme que l'on connaît dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a ensuite les revendications épistolaires, identitaires, qui s'accumulent, et ceci depuis 1992, à travers les mémorandats, qui, au-delà des demandes qui peuvent être ou ne pas être légitimes, se trouvent être parfois porteuses de colibés, porteurs d'invectives
et même parfois de ce que j'appellerais de la diffamation historique vis-à-vis des communautés voisines, vis-à-vis des communautés qui par le passé peut-être avaient eu des interactions assez difficiles. Donc cette exhumation du passé et sa transformation, je dirais, de sa reproduction et de son instrumentalisation constitue également une menace assez importante au vivre ensemble. Qu'est-ce qui peut être aussi la cause de la déstabilisation? Une élection, par exemple, présidentielle, une élection municipale mal organisée, contestée, peut être un élément déclencheur, peut permettre aux frustrés de secouer la boîte de Pandore, libérer tous les Guindarous qui, nous savons, leur job aujourd'hui, c'est de brûler, tuer. Chaque fois qu'il est question de pouvoir, il faut faire très attention de ne pas revenir à des instincts grégaires, à des instincts primaires, à des replis qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Nous avons tous failli dans la gestion de l'héritage que les pères fondateurs nous ont légué, politique. Nous n'aurions jamais dû faire de l'ethnie, faire de la tribu un instrument de conquête de pouvoir. Vous savez, l'unité nationale, celle dont vous parlez, s'assoit parfois sur des équivoques qui ne font pas partie du débat unité nationale. Je vous parle comme un homme mûr. Je pense que le débat de la désunion qui s'exprime en ce moment, il se fonde très certainement sur une grande vitesse chez certains à souhaiter un changement à la tête de l'État. C'est mon intime conviction. Je crois que ces violences que vous voyez, qui ne peuvent pas vraiment dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles visent. Vous voyez que finalement ces violences visent qui, concrètement? Visent le chef de l'État lui-même. Lorsqu'il est à Lutetia, lorsqu'il est à Genève, lorsqu'il est. Alors moi je vous demande, vous, quand vous me posez la question, quand ces violences s'expriment, elles s'expriment parce qu'elles veulent quoi? En dehors, n'est-ce pas, de cet acharnement à vouloir le départ d'un homme que nous avons voté librement. C'est la transition politique qui provoque cette flambée de désintégration plus ou moins consciente du tissu social au Cameroun. Quand vous écoutez aujourd'hui les débats politiques, quand vous écoutez ces discours haineux, quand vous réalisez qu'il y a des gens qui ont tendance à instrumentaliser une position géographique, une position une pouvoir ainsi de suite, pouvoir économique, pouvoir financier, pouvoir si. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Vous savez, l'unité nationale est une quête permanente, c'est un processus de perfection. Et donc tout ce qui était déjà bien fait a besoin d'être renforcé, a besoin d'être perfectionné. Et ce qui l'était peut-être moins a besoin d'être repris en main pour que le sentiment des uns et des autres qu'ils participent, qu'ils peuvent participer et qu'ils ont voix au chapitre soit plus renforcé. Premièrement, la gouvernance. La gouvernance publique doit projeter l'image d'un pays uni. Deuxièmement, l'éducation. Il faudrait que, depuis le bas âge, mais aussi, même pour nous qui sommes du 3e et même du 4e âge, on insiste sur l'éducation. La troisième chose, c'est
Ce sont ces éléments qui nous permettent de nous retrouver, de vivre ensemble, de nous découvrir, de nous connaître les uns les autres. Il faut multiplier ce genre d'activités, le tourisme, les mariages mixtes, etc. Moi, je suis persuadé que le mariage interreligieux, le mariage interethnique, le mariage, il faut y aspirer, il faut y aller. Ce qu'il y a de plus important à consolider, c'est la tolérance. La tolérance est quelque chose qu'il faut prêcher tout le temps. Deuxièmement, il est important que l'on apprenne à se connaître mieux à travers notamment l'enseignement des us et coutumes, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de l'éducation civique et surtout l'éducation citoyenne qui amènerait les uns et les autres à comprendre en réalité que nous avons plus à partager que des choses qui nous différencient. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la lutte contre la corruption. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur la méritocratie. Lorsque l'intérêt général est au centre des préoccupations des leaders politiques, forcément recule ces sentiments grégaires, primaires. On ne peut pas se sentir en pleine unité nationale quand on traîne des préjugés. C'est d'abord des préjugés qu'on doit combattre, des préjugés vraiment inutiles. Que les plus jeunes subissent plutôt, ou du moins bénéficient de l'éducation qui leur permette de voir quel est leur intérêt dans la collectivité nationale. L'homme éduqué est moins exposé à l'instrumentalisation et à la manipulation. Le mariage interreligieux, le mariage interethnique va constituer la base de l'éducation familiale. La justice, l'équité dans la distribution des richesses de la nation, l'équité dans le partage de toutes choses. La justice, l'organisation de l'équité dans l'administration et la gestion de toutes choses. En termes de répartition de fruits de notre développement, de notre croissance, en termes d'infrastructures, etc., si la répartition de ces infrastructures est juste, chacun, encore une fois, se sentira servi. On n'aura pas besoin d'entrer en conflit, de protester tout le temps pour gagner quelque chose. Il est important pour accompagner ce processus de tolérance, ce processus d'acceptation de l'autre, que l'on soit inclusif en tout, inclusif du point de vue du développement, inclusif du point de vue de la participation des différentes aires culturelles à la vie de la nation, à son essor, à son développement, davantage, parce qu'il y a un nombre de choses qui sont déjà faites et bien faites. Si le système est fait tel que le jeu démocratique soit libre, transparent, etc., celui qui perd les élections dans ces conditions-là est obligé d'accepter les résultats. Celui qui gagne les élections dans ces conditions-là est en droit de se féliciter de sa victoire et tout le monde verra qu'il a gagné. Donc, si ce n'est pas le cas, dans ce domaine précis, cela va contribuer à menacer le sentiment de la cohésion sociale et donc de l'unité nationale. Les gens ont des problèmes, ils ont besoin d'être écoutés et qu'on cherche le juste milieu pour que cette unité, que je ne me plains pas de parce que, et assis devant vous, je suis originaire du Nord-Ouest, mais j'ai passé 80% de ma vie dans le centre. Mes enfants ont déjà épousé. Mon fils a épousé une fille de l'Ouest. Ma fille a épousé un monsieur du littoral. Je fais déjà l'intégration nationale. Tous les Camerounais, je pense que ce n'est pas notre vécu ensemble qui a un problème, mais une branche de la population a mal.
est-ce qu'on peut leur écouter? Est-ce qu'on peut soigner ce mal pour que le développement tant attendu, pour que nous cheminons ensemble? Le travail à faire, c'est un travail de fond. Il faut sortir des slogans, sortir des oukases qui sont des décisions assez brutales, sans concertation, mais se donner assez d'humilité pour que ce travail de concertation remonte aux fondamentaux de toute société humaine. Nous en avons les moyens. Ce serait une piste utile. Ce qui me rassure, c'est que malgré toutes les situations, les menaces auxquelles on est confronté, la perspective globale dans ce pays est que tout le monde dit et affirme son attachement à l'intégrité de ce territoire, de ce pays, son attachement à la paix, le rejet de la violence sous toutes ses formes. Les Camerounais, partout où ils sont, ici chez nous, nous pouvons avoir nos malentendus ou nos mésententes. Mais dès que les Camerounais se retrouvent à l'étranger, et j'ai eu la grâce de parcourir une vingtaine de pays chaque année, chaque fois que je vois des Camerounais, quel que soit leur bord ethnique ou politique, ils sont d'abord Camerounais et ils se reconnaissent comme tels. Le chauvinisme du Camerounais, le Camerounais est fier d'être Camerounais. Et pour rien au monde, il n'acceptera de brader cet héritage, incontestablement. Le Camerounais sait qu'il n'est nulle part sur la planète Terre. Il ne peut bomber le torse et se sentir à l'aise chez lui que ici. Ceci peut être une religion qui ne sera jamais apostasiée, incontestablement. Ce qui est constant dans notre vivre ensemble reste constant sans que les gens amènent les autres à penser ce qu'ils veulent. Nous travaillons à bâtir une identité qui nous soit propre, qui nous permettra de nous distinguer des autres et d'être fiers de ce que nous sommes. Avec la conscience, la prise de conscience que c'est tous les citoyens qui doivent contribuer à améliorer cette situation, on pourrait redresser les choses facilement. C'est ça qui me donne le sens d'optimisme, parce que je pense que les Camerounais sont capables de le faire, mais il va falloir aussi qu'on reconnaisse quels sont les problèmes exactement que nous avons et puis travailler ensemble pour chercher des solutions. L'impossible déjà n'est pas camerounais. Donc moi personnellement je vis de l'espoir. Je suis spirituel et je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Je pense que si chacun continue à faire ce qu'il a à faire, parce qu'il y a quand même des gens, qui font la fierté des combats que nous menons pour pouvoir avoir la cohésion sociale. Il y a des autorités qui font bien leur travail, bien qu'il y ait des autres qui sont complaisants. Donc on ne peut pas dire que tout est alarmant dans ce pays. Moi j'ai espoir. Il y a espoir. De toute manière, ce qui est objectif, c'est que le pays, il y aura un brassage entre les différentes communautés. D'ailleurs, quand on regarde dans différentes familles, il y a un métissage qui s'accélère. Dans ma famille, il y a de tout. Nous sommes très nombreux en termes de fils, neveux, etc. Et on est dans toutes les régions du pays. Il y a un brassage énorme. Comment pourrions-nous faire la différence plus tard? Donc il y a des éléments objectifs qui vont dans le sens de la consolidation de cette unité, de l'intégration. Nous n'aurons pas d'autre patrie que celle-ci. Nous n'avons pour patrie que le Cameroun. Et je cite ici la parole de sagesse de la présidente nationale de Bayam Selam qui me disait que nous n'avons qu'une patrie, si nous la salissons, où trouverons-nous du savon pour la laver? Et ce sont des propos pareils qui me rassurent. Les Camerounais veulent leur unité, veulent avoir un même destin, veulent avoir un destin radieux, veulent que tous, ils puissent se retrouver chaque fois dans leur vision, et tout ça me rassure.
Aujourd'hui, les jeunes sont, comment dire, sont face à un certain nombre de dérives. Des dérives, micro-tribales, des dérives ethniques, des dérives régionalistes, où chaque région ou chaque groupe ethnique revendique pour lui ou pour elle, et ça peut les induire en erreur. Les jeunes ont mis les têtes dans l'argent. Il veut qu'ils retirent la tête de l'argent. S'ils retirent la tête de l'argent, ils savent que je suis Camerounais, je peux lutter moi-même pour trouver quelque chose à manger et revenir si bas. Je suis très inquiet, pas pessimiste, mais très inquiet. Et mon inquiétude s'observe dans le discours de la jeunesse camerounaise. À un moment donné, on nous enseignait à argumenter, à discuter de concepts. Mais aujourd'hui, le déficit d'arguments ramène les gens à l'injure directe. Nous devenons physiques. L'intellect est mis en vacances. Nous n'avons plus le respect dû à l'autre, à l'opinion qui est différente de la mienne. Et comme je n'ai pas assez d'arguments, je préfère l'injure. Or, l'injure ne peut pas remplacer un argument. Par rapport à nos générations, ils ne sont pas gâtés. Parce que nos générations ont grandi avec l'éveil du patriotisme. Nous avions l'UPC qui nous enseignait l'amour de la patrie. Nous avions les autres partis politiques qui avaient emboîté le pas. Je vous ai dit tout à l'heure, citer ces débats sur l'adoption de l'hymne, de la devise et du drapeau lors de la session de mai 1957 à l'Assemblée. Nous grandissions en sachant que nous sommes Camerounais. Les jeunes aujourd'hui, quelle est leur menace? C'est le chômage. L'horizon pour eux est un peu obscur. Il faudrait absolument créer les conditions d'adhésion de la jeunesse du point de vue économique. Il y a sur le chemin de la marche de notre pays des situations, des événements qui ailleurs ont été porteurs de difficultés. Il y a par exemple la crise économique, il y a le chômage et les difficultés d'accès à la scolarité secondaire, primaire et universitaire pour tous. Il y a la difficulté d'accès à l'emploi pour tous. Il y a en plus le fait que trop longtemps, on ait eu affaire majoritairement qu'à l'emploi fonctionnaire. C'est toutes ces choses-là qui, pour moi, font mes préoccupations pour demain. Ce n'est pas des préoccupations qui pourraient créer des distanciations dans le mouvement de l'unité. Puisque tout le monde est sur le même, je peux dire, dans le même couloir. Tout est ouvert pour tous. Les voies les meilleures pour parvenir à leur propre prise en charge, ce n'est pas seulement l'État, mais également il est important que les uns et les autres apprennent à construire des projets personnels, des projets entrepreneuriaux, des projets à l'intérieur tout comme au-delà des frontières, sans évidemment appeler les uns et les autres à émigrer, mais davantage pour dire que ce qu'on a de plus important quand on est jeune, c'est son énergie, c'est le temps, et donc il faut savoir l'investir, il faut savoir construire à partir de là de manière rationnelle, mais toujours en deçà, loin de tous les processus qui peuvent conduire vers la violence. Je pense que le Camerounais dans sa chair n'a pas le problème de vivre comme les Camerounais, mais on a un problème de gouvernance qu'il faut adresser. Il faut adresser le mal qui se vit dans notre pays, qui pousse d'autres Camerounais. Et pour la jeune génération, ils n'ont pas arrêté d'aller étudier et de penser
à un Cameroun nouveau. La génération actuelle, je crains qu'ils ne soient pas suffisamment imprégnés de l'histoire de leur pays pour qu'ils comprennent que peut être la genèse de certaines tensions auxquelles ils pourront faire face, qu'on ne leur donne pas le modèle de conduite de la vie publique qui met l'accent sur l'intérêt général. Au contraire, on les apprend pratiquement ce qu'on veut privilégier, c'est la réussite individuelle pour soi, ce qui les amène à être dans une compétition déloyale, les uns avec, que ce soit pour les opportunités de formation, les opportunités d'emploi, etc. Donc cette jeunesse, sans vouloir exagérer, ça m'inquiète qu'elle n'ait pas de point de repère sur le plan moral, les vertus. Qu'est-ce qu'elle représente? Quelle valeur? Quelle est la valeur qui représente la camerounité? Les jeunes générations doivent être éduquées, doivent être informées, doivent être renseignées sur les batailles que nos dévanciers ont menées pour que le Cameroun en soit à ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un pays qui, malgré les vicissitudes internes, les vicissitudes de notre environnement, est un pays qui reste debout, est un pays qui poursuit son chemin vers davantage d'intégration, davantage de cohésion, mais aussi vers davantage de développement. Ce qui pourrait être porteur d'espoir, c'est que ceux qui en ont assez ou de trop pensent à ceux qui n'en ont pas assez ou pas du tout. L'esprit de partage. À la jeunesse, je leur interpelle de penser positivement au Cameroun qui leur a vu grandir, qui leur a bercé, qu'ils pensent qu'ils peuvent mieux faire que l'ancienne génération. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que les gens ont failli. Mais à la jeunesse, je demande de prendre tous ces gaps et puis faire mieux. Il est bon que, face à tout cela, il y ait ce message de l'unité, de l'indivisibilité, de la communauté de destin, de la communauté de vision, pour qu'ils puissent se mettre dans les chaussures qui étaient celles de nos devanciers dans les années 40, 50 et 60. Nos devanciers nous ont légué le Cameroun que nous connaissons. Nous allons léguer un Cameroun, on espère, meilleur que celui que nous avons reçu. Et avec le temps, sûrement, on parviendra un de ces jours à un pays dans lequel les aspirations de tout le monde pourront être sûrement assouvies, même si rien n'est parfait sous le soleil. La finalité, c'est qu'un jour, on ne demande pas à un autre Camerounais d'où il vient. Que le Camerounais puisse effectivement être chez lui partout, qu'il soit accepté, qu'il accepte les autres. Mais nous savons tous que la sagesse de chez nous veut que quand vous arrivez chez les gens, vous fassiez comme eux. Donc vous n'allez pas vous distinguer, vous arrivez, vous faites comme eux. En tout cas pour tous, que vous pouvez faire comme eux, faites-le. Ne dites pas chez moi on ne mange pas ceci. Vous arrivez quelque part où on mange des chenilles, ils ne sont pas morts depuis qu'ils mangent des chenilles. Vous pourriez en manger aussi. Vous arrivez quelque part où on mange de la sauce jaune, ils ne sont pas morts en la mangeant et vous risqueriez de découvrir que la sauce jaune est très bonne. Donc je pense qu'il faudrait que nous ayons l'esprit ouvert. L'unité nationale ne signifie pas l'uniformité nationale. Donc,
ceux qui abordent l'unité nationale comme si cela veut dire qu'on va tous uniformiser, à mon sens, ont tort. L'unité nationale demande que nous reconnaissions nos diversités, mais que nous acceptions les uns les autres et que le sentiment d'appartenir provient non pas d'un sens d'uniformité, mais d'un sens d'acceptation. On s'accepte dans nos diversités. L'aboutissement ou le parachèvement, c'est le jour où chaque Camerounais, où qu'il se trouve, d'où qu'il vienne, quoi qu'il fasse, saura que ce qui concerne son voisin, ce qui concerne son compatriote, le concerne. Et que le sort de tous ses compatriotes doit le préoccuper. Et qu'il doit travailler à défendre non seulement ses intérêts, mais les intérêts de tous ses autres compatriotes, parce que nous sommes un, nous devons vivre comme une communauté. C'est un idéal vers lequel on tend, mais qu'on améliore chaque jour, au gré des circonstances, certes, en fonction des ressources dont on dispose, mais en tenant compte évidemment de l'amélioration au quotidien des aspects qui appellent qu'on s'y investisse davantage. Si vous connaissez un pays de par le monde qui a parachevé son unité nationale, c'est que ce pays a disparu de l'histoire. L'unité nationale, regardez autour de vous, la Chine, le Paraguay, l'Uruguay, le Venezuela, non, ils n'ont pas parachevé. Personne, la France a parachevé. L'aboutissement final de notre démarche dans le vivre ensemble, il n'y a pas d'aboutissement. Il y aura toujours besoin d'une amélioration constante. En réalité, c'est la construction de notre pays en tant que pays souverain, libéré des emprises extérieures, des fausses centrifuges qui sont excités de l'intérieur. C'est cela le socle qui va renforcer l'unité nationale. Vous ne pouvez pas renforcer l'unité nationale lorsque le pays n'est pas consolidé, si l'intérêt général ne rassemble pas les Camerounais, si tout le monde, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, a le sentiment d'appartenir à une même nation, à une même patrie. C'est cette idée, ce sentiment d'appartenir à une même entité qui doit consolider l'unité nationale. Cela suppose que les intérêts de tout le monde soient préservés dans cette constitution. Que des chances égales soient données à chacun, à chaque compétiteur. Des chances égales, des élections transparentes, équitables, des chances égales données à tout le monde. Ce sera donc un pas très important à mon sens. Vous savez, il y en a qui, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont voulu, pensent qu'il faut partir. Et là où ils vont, ils ne savent pas que les autres là aussi ont travaillé pour construire, malgré les difficultés. Donc chacun doit apporter sa contribution pour que ce pays aille toujours de l'avant. Et c'est ça le leitmotiv que chacun devrait avoir. Il y a un paramètre fondamental, l'appropriation. Si des populations ne se sont pas appropriés leur destin, vous pouvez multiplier les slogans, les jeux, l'alcool, les bars. Ces populations ne se reconnaîtront pas dans ce qui se fait. Et il n'y a peut-être pas de baguette magique. Mais enfin, on peut être magicien par l'humilité qui pousse à dire, vous mangez sucré, moi je mange salé. Comment peut-on faire pour partager un repas? Il y a toujours une solution. Oui, évidemment, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Cette unité est continuellement en train de se fortifier, de se consolider, de se construire. L'aboutissement n'est pas aujourd'hui. Et c'est ça nous empêche d'avancer parce que nous pensons toujours à aujourd'hui. Donc ce qui n'est pas accessible aujourd'hui, on l'abandonne en disant c'est pas la peine. Non, nous devons accepter de commencer quelque chose dont les résultats sont lointains et ne sont même pas perceptibles aujourd'hui. Mais il faut que quelqu'un commence. Donc il faut des gens
qui se sacrifie entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce qu'en réalité, il ne se sacrifie pas. La voie de la vérité est unique. Donc, il nous faut être effectivement disciplinés. Il n'y a pas deux choses. Il nous faut faire ça ou nous serons dans une voie qui ne mène absolument pas au succès. Donc, il faudrait que nous sachions que nous n'avons pas le choix. Nous devons aimer notre pays par-dessus tout pour être sûrs que nous réussissions, que nos enfants, que nos petits-enfants réussissent. Si nous ne le faisons pas, nous nous trompons et l'échec est assuré. Je vois un Camerounais où quand on demande à un Camerounais qui tu es, la première chose c'est de reconnaître sa patrie. Je suis camerounaise. Je ne suis ni anglophone ni francophone. Ça c'est des langues qui nous ont même été imposées. Je suis foncièrement camerounaise. Et c'est possible que tous les Camerounais pensent, on n'a pas deux pays, on est né ici, on a été élevé ici, on appartient sur notre acte, on dit d'abord qu'on est Camerounais. Qu'on laisse ces histoires de tribus et de langues qui nous ont été imposées par le colon et qu'on pense camerounais. La même langue, qui pensent la même chose, qui vont à la même religion. Déjà que je parlais de division tout à l'heure. Si nous ne faisons pas attention, on se retrouve dans des divisions linguistiques alors que nos aïeux n'étaient ni anglais, ni français. Donc il n'y a pas de français ou de francophone ou d'anglophone. On devrait pouvoir... Et puis en avançant souvent ce genre de choses, nous oublions ceux qui sont à la limite puisqu'on a divisé un jour de manière artificielle. Ça veut dire que vous avez des familles qui ont une partie de la famille qui est anglophone, une partie de la famille qui est francophone. Est-ce qu'ils vont se détester parce que les uns ont été contraints de parler l'anglais, les autres contraints de parler le français? Donc non, mais pour que cela n'arrive pas, il suffit de penser qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous qui s'appelle notre pays. Je suis fier de dire à qui que ce soit, je suis Camerounais, je suis Ngemba, originaire du Nord-Ouest. Je me reconnais en mes ancêtres. Je ne me reconnais pas à quoi que ce soit, mais je me reconnais en mes ancêtres. Le futur de ce pays, l'avenir de ce pays dépend de tous qui sont positifs, qui peuvent regarder comme moi. Pas parce que je ne me sens pas mal dans ma peau, mais je pense que je peux vivre dans ce mal. Et je dois être le changement que je veux voir être appliqué dans le pays. Donc, je me bats pour qu'il s'améliore. Si nous tous, nous regardons vers la même direction, la grande image, le pays, ce beau Cameroun, on peut mieux faire. Le Cameroun, c'est un pays béni par le Seigneur. C'est béni par le bon Dieu. Il y a tout. Tu as vu un pays où on n'a pas faim. Tu as 100 francs, tu payes le tapioca, tu mets dans l'eau du bois. Ailleurs, tu as 1000 francs, tu ne peux pas. Non, non, ça va aller, mes enfants. De la chapelle tout à l'heure à l'intérieur, parce que là c'est la procession. On va retrouver Constantin Mbom qui se trouve déjà à l'intérieur pour le début effectif de ce culte, cette messe de la nation ici à la basilique Marie Reine des Apôtres de Yaoundé. C'est déjà le temps de la procession. Comme on venait de dire tantôt, Oswald de Medung, Constantin Mbom, c'est une messe de la nation, c'est la messe de la nation. Pourquoi l'Église peut-elle dire une messe en ce jour, monsieur l'abbé? Bien. Bonjour Pierre, bonjour à tous les téléspectateurs de la CR TV. Une messe pour la nation, c'est une vieille tradition de l'Église
que l'archidiocèse de Yaoundé a voulu récupérer pour notre nation, pour que, voyez-vous, avec tous les problèmes auxquels nous faisons face, tous les défis auxquels fait face notre pays, on puisse élever des prières en union avec la Vierge Marie, Reine des Apôtres, en cette basilique même éponyme, notre pays puisse recevoir, n'est-ce pas, de la part de Dieu, la grâce de la paix, la grâce de vivre ensemble, la grâce de la prospérité. Voilà. Et Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, insiste pour que depuis bientôt 5 éditions, c'est la 5e édition, il convient de le rappeler, pour que depuis 5 éditions, nous puissions tous en tant que Camerounais élever nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant pour notre nation, notre jeune nation, pour que les vertus de la paix soient consolidées. Et sans vouloir aller vite en besogne, le message qui sera délivré aujourd'hui sera un message à la teneur fort parlante, parce que justement, Monseigneur Jean Barga, quand il s'y met pour méditer avec nous sur les vertus de vivre ensemble, c'est toujours un message fort alléchant, fort parlant et fort conscientisant. Alors, la prière d'aujourd'hui a pour objectif, in English, so I'll try. La prière d'aujourd'hui a pour objectif de rassembler tous les enfants du Cameroun pour prier pour la paix, pour le vivre ensemble, pour que le Seigneur donne suffisamment de force à notre nation qui est jeune pour pouvoir faire face à tous les défis, n'est-ce pas, qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment avec ces mouvements qu'on observe dans nos régions et un peu ces dépravations aussi auxquelles la jeunesse fait face dans notre pays. Voilà. Oui, il faut le dire, qui ne le reconnaîtrait pas, depuis la survenue de la pandémie du Covid-19, tout a un peu comme réduit, n'est-ce pas, à la portion congrue de l'aise-don du Covid-19. Il faut dire que cette messe de la nation était souvent précédée, les éditions antérieures, par un pèlerinage et des stations qui permettent de revisiter l'histoire de notre pays, l'histoire du catholicisme dans notre pays. Et à chacune des stations, on était justement à faire une messe, un pèlerinage. Et la messe de la nation venait comme ponctuer. Avec le Covid-19, l'étape du pèlerinage diocésain a été enlevée. Soit avec vous. Yes. Excellence, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Excellence, Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État. Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, autorités de tous bords en vos rangs et titres, nos seigneurs les vicaires généraux, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, chers fidèles du Christ, peuple de Dieu ici rassemblé, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête. The providence of the Almighty God gives us the opportunity to celebrate the 6th edition of the Mass of the Nation in a special way this year, on the very day of the national unity of our country. Allow me, in the name of the Christian community of the Mary Queen of the Apostles, Basilique Envoilier,
to extend my greetings to each and everyone and to wish you a very warm welcome. We are highly honored by the presence of the personal representative of the head of state in this celebration. This presence is a sign that the church and the state are working hand in hand for the building of our beautiful country. And this is one of the aims of this program in the Archdiocese of Yaoundé. In fact, this Mass is the initiative of His Grace, Monsignor Jean Barga, Metropolitan Archbishop of Yaoundé. He's the one who, during his pastoral visit here in the Basilica in August 2014, suggests us to study how can we gather together to pray for peace and stability in our country. The proposals were made during the 2015 Diocesan Synod, where all agreed that this Mass will always be celebrated the Sunday before the 20th of May, which is the national feast of our country. In this way, we may say that the Mass of the Nation we are celebrating today is one of the ripe fruits of the 2015 Diocesan Synod. This Mass aims to renew our devotion to the Blessed Virgin Mary, Queen of the Apostles, Patroness of Cameroon, because she is the one to whom our country was consecrated on the 8th of December 1890 in Marienburg. Therefore, we are sure that she intercedes for peace and stability in our country. It is also one of the privileged means that allows us to gather together and to pray as a nation. We thank God for the collaboration between the Archdiocese of Yaoundé and the state. Thanks to both, we are able to celebrate this Mass the very same day we celebrate our unity. Despite the context of the pandemic of the coronavirus, COVID-19, here we are to raise our voices to the Lord as a nation in the company of the Blessed Virgin Mary, Queen of the Apostles, asking God to grant peace, stability, and prosperity in our country. And this can come about only if we all foster unity in the relations among us. That's why His Holiness Pope Francis invited us to build brotherhood, what he called universal brotherhood, through what he calls social friendship. Oui, la providence divine a bien voulu, malgré le contexte de la pandémie du coronavirus, Covid-19, de célébrer la messe de la Nation le jour même de la fête nationale. Permettez-moi, au nom de la communauté chrétienne de la Basilique Marie-Reine des Apôtres d'Envolier, d'étendre mes salutations à tous et à chacun et de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Excellences, Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État, nous sommes très honorés en ce jour de votre présence en cette célébration. C'est une preuve que l'Église qui est à Yaoundé et l'État cheminent ensemble pour un même but, celui de construire notre cher et beau pays et pour le bonheur de ses citoyens. Faut-il le rappeler, la messe de la Nation que nous célébrons aujourd'hui est l'initiative de son Excellence Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. C'est lui qui, lors de sa visite pastorale ici même à la basilique en août 2014, a suggéré à la communauté paroissiale d'étudier comment le peuple de Dieu qui est au siège des institutions pourrait se mettre ensemble pour prier pour la nation. Les propositions faites au synode diocésain 2015 ont été approuvées
et il a été décrété que cette messe se célébrera au mois de mai, le dimanche précédant la fête nationale. Une marge a été accordée à l'archevêque de mettre cette messe à un autre moment opportun, d'où cette célébration en ce jour solennel. La messe de la Nation est donc l'un des fruits mûrs du synode diocésain 2015. Cette messe vise à renouveler notre dévotion à la Sainte Vierge Marie, Reine des Apôtres, patronne du Cameroun, car elle est celle à qui le Cameroun a été confié par les missionnaires palotins le 8 décembre 1890 à Marienburg, et elle n'a jamais cessé d'intercéder pour la paix et la stabilité dans notre pays. Mais la Providence n'est jamais un hasard. Si Dieu a permis que cette messe se célèbre le jour même de la 49e fête de l'unité nationale, c'est pour mieux nous projeter pour la belle célébration de la 50e, avec plus de visibilité et d'objectivité. Nous pourrions donc relever quelques points importants de cette providence divine. D'abord, cette providence nous invite à faire confiance en Dieu et à nous soumettre entièrement à sa volonté, avec en esprit que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Car si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Psaume 126, verset 1. Ensuite, cette providence divine est aussi pour nous une interpellation. Comment consolider l'unité nationale? Dans ce sens, le Saint-Père, le Pape François, nous invite à cultiver la fraternité universelle à travers ce qu'il a appelé l'amour social. En effet, le Pape François, dans sa dernière encyclique, écrit « Grâce à l'amour social, il est possible de progresser vers une civilisation de l'amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous appelés. » Fratelli Tutti, 183. Enfin, cette providence divine nous donne l'occasion de prendre conscience des paroles que nous chantons dans l'hymne national de notre cher et beau pays, le Cameroun. Que ces mots résonnent désormais différents dans nos mémoires et dans notre conscience. En cette 6e édition de la Messe de la Nation, nous voulons exprimer notre reconnaissance à son Excellence Monseigneur Jean Barga, archevêque d'Yaoundé, pour sa fidélité à cette mission que lui a assignée le synode diocésain 2015. Car chaque année, depuis 2016, il renouvelle la consécration du Cameroun à Marie, Reine des Apôtres. Nous voulons aussi exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État pour sa collaboration et surtout pour sa spontanéité à répondre toujours présent aux invitations à lui adressées par son Excellence l'archevêque de Yaoundé. Ensemble, œuvrons pour une amitié sociale et demandons à notre mère, la Vierge Marie, Reine des Apôtres, patronne du Cameroun, de nous obtenir de travailler pour un Cameroun beau, paisible, stable et prospère. Une fois de plus, bonne fête et sainte célébration à tous. C'était donc là le recteur de la basilique Marie-Reine des Apôtres qui permettait d'introduire cette messe de la Nation. C'est la 6e. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Zamba yobo, kukumbia yobo, Zambi siyono kulebesema. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, la mère de Jésus, donne-nous par son intercession de savoir te servir avec fidélité et de travailler par la parole et par l'exemple au rayonnement de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montaient à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous, Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude le fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participèrent fidèlement à la prière avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur résulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. M'apprends le chemin de la vie, devant ta face déborde de joie, à ta droite éternité de délices.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Standing close to Jesus' cross were his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. So he said to his mother, "He is your son." Then he said to the disciple, "She is your mother." From that time, the disciple took her to live in his home. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Magdalene. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, "Femme, voici ton fils." Puis il dit au disciple, "Voici ta mère." Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez elle. Acclamons la parole de Dieu. C'est donc là, on vient de lire l'évangile et tout de suite nous allons donc écouter l'homélie de Monseigneur Jean Barga, un moment particulier et important d'une célébration comme celle-ci. Monseigneur Jean Barga, pour sa parole pour cette messe de la nation. This is the key moment of the celebration where we're going to listen to the message from the Metropolitan Archbishop of Yaoundé. On l'écoute. Excellence, Monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, représentant personnel du chef de l'État, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet du département du Fundi, Monsieur le maire de la ville, membres du gouvernement, autorités administratives, civiles, traditionnelles, militaires, parlementaires et sénatoriales, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers fidèles du Christ, chers compatriotes camerounais, bonne fête. Nous fêtons spirituellement à l'heure de la Pentecôte, cette année, de façon providentielle, ce jour du 20 mai, la 49e édition de la Fête nationale de l'Unité. Donnons-nous ce moment de recueillement dédié à Marie, Reine des Apôtres, patronne du Cameroun, pour méditer sur la conscience nationale à la lumière de la foi en Dieu. Que l'Esprit Saint remplisse la vie de tous nos concitoyens et ouvre nos cœurs à l'unité. La conscience nationale peut se comprendre comme une vocation à laquelle les citoyens sont appelés par Dieu.
car une chose est d'être né dans une nation, une autre c'est de l'aimer et de la servir. Une chose c'est d'être naturellement citoyen, une autre chose c'est d'être patriote. Comme un grain de sénévé, la conscience nationale se cultive et grandit. Elle peut devenir un grand arbre qui unit les peuples et s'ouvre au monde entier. Comme une semence mise en terre, la conscience nationale est fragile. Elle peut tomber sur le bord du chemin, sur la pierre, sur les ronces. Alors elle dépérit et meurt. Elle peut aussi tomber sur une bonne terre, alors elle prospère et produit de bons fruits. La conscience nationale, c'est comme un talent reçu par tous les fils et filles de la nation. Certains le fructifient et font la joie du Créateur. D'autres le négligent et déçoivent le Maître. Cette conscience nationale, c'est aussi la conscience de notre histoire commune. L'histoire d'un peuple fonde une communauté historique qui vit unie par son passé, son présent et son futur, car l'histoire unit les générations et crée une continuité et une dynamique de croissance cohérente et intelligible par tous. L'histoire du salut, celle d'Israël, l'illustre fort bien. La conscience nationale appelle les citoyens que nous sommes à une prise de conscience des valeurs fondamentales communes, une connaissance attentive des données et certains phénomènes psychologiques et sociologiques communs, tels les identités culturelles, régionales, l'intimité des migrations ethno-sociologiques, l'infrastructure des traditions, les débats d'opinion, l'avènement de la modernité et de la mondialisation. Bref, la prise de conscience de la conjoncture des mutations communes qui s'opposent aux identités closes, aux fixations coutumières et aux continuités rigides. La conscience nationale s'inscrit donc au cœur des grandes valeurs humaines et sociales, éthiques du monde. À ce titre-là, elle subit comme d'autres valeurs un accueil varié. Certains la soutiennent, d'autres s'y opposent et d'autres la comprennent progressivement et lentement, mais dans l'espérance d'y arriver. La conscience nationale est donc une force, car elle est au cœur de la volonté de Dieu de rassembler ses enfants dispersés, d'unir les diversités et les différences, de favoriser la croissance commune et de créer un peuple uni dans l'amour des cœurs et dans l'amour en Dieu. Voilà pourquoi dans le projet de Dieu, on retrouve cette volonté permanente de chasser la division, l'isolement, l'égoïsme, l'individualisme, l'égocentrisme, le tribalisme, de sorte que là où 2 ou 3 se réunissent, Dieu soit au milieu d'eux comme signe d'amour. C'est pour cela que la volonté de Dieu est portée par le projet d'une civilisation de l'amour, de la fraternité, de la solidarité et de l'unité universelle que promeuvent nos pontifes romains. Au moment où nous célébrons la fête de la nation, la fête de l'unité, il convient de dire à tous les richesses que porte la conscience nationale et l'étendue de ses racines dans le destin humain. Pour nous tous, la conscience nationale, c'est d'abord une conscience citoyenne personnelle. Elle est en chacun de nous d'abord, avant de rayonner vers l'extérieur. La conscience nationale, c'est aussi la conscience collective, la conscience sociale qui fonde le vivre ensemble, qui fonde la volonté de coopération, de collaboration, la volonté de croissance commune. C'est aussi la conscience du bien commun, qui fait se reconnaître propriétaire d'une destination universelle des biens. Cette conscience nationale, c'est d'accepter que tous vivent et aient les moyens de vivre
pour satisfaire facilement les besoins de la vie. Notre conscience nationale appelle aussi la conscience du travail fait, et du travail bien fait, et du travail toujours fait, et du travail fait ensemble. Elle est travailleuse, elle construit, elle ne détruit pas, elle bâtit et innove. Elle donne la possibilité de continuer la création de Dieu dans l'espace national qui est la sienne. La conscience nationale s'exprime par notre volonté commune de bâtir une nation, de la bâtir ensemble et dans la prospérité. C'est donc cette volonté commune qui veut le bien commun économique, le bien commun politique, le bien commun social et le bien commun culturel. C'est aussi la mise en commun des biens spécifiques, des patrimoines particuliers, pour que tous construisent le patrimoine national. Alors, ce patrimoine devient un projet pour tous, un projet de tous et de chacun. Par ailleurs, la conscience nationale prend forme aussi dans la conscience écologique. La terre nationale, comme l'a si bien rappelé le pape François, est la maison commune, le bien commun, la richesse commune. Quand cette terre se porte bien, tout le monde se porte bien. Quand cette terre se porte mal, tout le monde se porte mal. Et cette conscience promeut aussi, par-delà, le respect de la vie des citoyens, la sacralité de la vie humaine en chacun de nous. Alors, elle appelle le rejet de la violence, le rejet du meurtre, du sang versé, le rejet des guerres, des divisions, et elle appelle plutôt la protection, la sécurité et le salut de toutes les vies. Lutte contre la maladie, la pandémie, elle appelle la postérité de la santé, celle des services du bien-être intégral. La conscience nationale aime la vie, parce qu'elle est la vie. Elle construit la vie et défend la vie dès sa conception jusqu'à son terme. Notre conscience nationale, c'est aussi la conscience religieuse. C'est notre conscience d'être à la fois des êtres physiques et des êtres métaphysiques, d'être à la fois des êtres matériels et aussi spirituels, d'être à la fois des terrestres appelés à devenir célestes, d'être à la fois les enfants des hommes et les enfants de Dieu. D'où l'importance de la religion bien comprise. Soulignons que la nation est portée par la religion et la foi religieuse des citoyens. Au Cameroun, notre pays, nous pouvons être fiers d'être près de 90% des hommes et des femmes religieux. Nous croyons en Dieu, nous adorons Dieu, nous avons ce charisme, une valeur digne de ce nom. À nous de la protéger de la banalisation et de la mercantilisation. À nous de protéger la religion de la perte de dignité et la perte de sa qualité. Au fond, chers frères et sœurs bien-aimés, les Camerounais doivent aimer l'unité et dire non à la discrimination qui oppose. Renonçons à ces questions discriminantes récurrentes. Tu es quoi? Anglophone ou francophone? Tu viens d'où? Du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est? Tu es de quelle religion? Tu es de quelle région? Tu es de quelle église?